devo ringraziare l'Istituto per questa invitazione annuale, perché è veramente un gran piacere per me di tornare a Napoli, che amo molto, dove mi sento un po' ora a casa, grazie alle invitazioni dell'avvocato Marot. Poi per me è un'occasione non di fare lezioni, non di fare un corso elaborato e definitivo sul tono magistrale, ma piuttosto di esporre qualche ricerca che sto facendo e che spero prendere alla fine una forma di libro definitivo. Qualche anni fa ho fatto qui un seminario sul culto di San Giovanni Battista nel 500, nel 600, specialmente in Italia, e ora questo saggio che ho presentato al pubblico dell'istituto è stato trasformato in un libro che sta per uscire col titolo La scuola del silenzio, il sentimento dell'immagine nel Seicento. Dunque, quello che espongo qui è piuttosto un stato preliminario della mia riflessione, e ho fatto un anno fa il mio corso al Collegio di Francia sulla République des Lettres, Repubblica Letteraria, e sul passaggio difficile di questa Repubblica Letteraria dalla sua formula tradizionale inventato dall'Italia, questa comunità internazionale di letterati che scrivono latino, che si conoscono tra i libri, tra la corrispondenza, tra i viaggi, ma che hanno un spirito erede, direi, della Repubblica Cristiana medioevale, nel senso che non sono legato a un Stato preciso, a una nazione precisa. Mentre che quando la Repubblica Letteraria si trova alla sua capitale, a Parigi, penso che a questo momento gli interessi del potente Stato francese, che sta naturalmente sviluppando tra la vittoria sulla Spagna e sull'Austria nel Trattato di Westfalia, poi nel Trattato dei Pirenei, l'autorità che riveste la lingua francese legato all'egemonia conquistata dallo Stato di Luigi XIV dà alla Repubblica Letteraria un senso nuovo, quello della République des Lettres, e qui qualcosa di nuovo si presenta, e questo che si è chiamato la querelle des anciens et des modernes, e vorrei con voi riflettere un po' su questa nozione, su questo insieme di controversie, e di cercare un nuovo punto di vista per capirlo. Alors, si vous me permettez, je vais maintenant parler français. J'ai fait un effort désespéré pour ne pas trop être incorrect en italien, mais si je continuais, je crois que je tomberais vraiment dans le galimatia. Alors, sur la querelle des anciens et des modernes, il y a une bibliographie relativement abondante, mais qui est très inégale, si j'ose dire. D'abord, il y a une bibliographie abondante de la fin du 19e et du début du 20e. Et je cite en particulier un ouvrage qui aujourd'hui encore
reste fondamental sur cette querelle, qui est l'ouvrage de Hubert Gillot, qui est apparu en 1914. Bien, depuis, il n'y a pas d'étude de synthèse aussi vaste que celle de Gillot qui a remplacé, en somme, cet ouvrage. Donc, vous voyez, la question de la querelle des anciens et des modernes, au fond, c'est une question qui a perdu de sa vitalité historiographique au cours du XXe siècle. En 1966, deux Allemands, Krauss et Kortun, ont publié un ouvrage qui s'intitule Antike und Modern in der Literaturdiskussion, mais c'est uniquement pour le XVIIIe siècle. Et ça a apparu en 1966. C'est un livre important, mais en fait, c'est plutôt une suite, en somme, de Gillot, et ça n'est pas un ouvrage sur la querelle en tant que telle. Et à mon avis, le moment où la querelle a perdu d'une manière éclatante, si j'ose dire, sa vitalité historiographique, c'est lorsque, dans 1937, Paul Hazard publie son grand ouvrage « La crise de la conscience européenne ». Eh bien, dans la crise de la conscience européenne, il n'est pas question, à une seule ligne, de la querelle des anciens et des modernes. C'est-à-dire, cette crise sur laquelle Paul Hazard fait basculer littéralement l'histoire des idées en Europe, eh bien, il ne la relie en rien à la querelle des anciens et des modernes. Alors pourquoi ? Pourquoi ce silence ? Pourquoi cette absence ? Pourquoi cette espèce de perte d'actualité, si vous voulez, de la querelle ? Alors les choses ont commencé à changer à partir des années 70, où d'abord une érudite française, une amie d'ailleurs, Noémie Epp, a publié un très beau livre qui s'appelle « Homère en France au XVIIe siècle » et où elle a vraiment renouvelé toute la partie querelle d'Homère de la querelle des anciens et des modernes. Et ce livre a paru en 1974. D'autre part, très récemment, en 1992, un Américain, Joseph Levin, a publié un très beau livre, très savant, qui est vraiment un livre tout à fait nouveau à bien des égards, qui s'appelle The Battle of the Books, et qui est une étude alors de l'aspect anglais de la querelle. Toute la partie anglaise qu'on connaît peu, que Gillot traitait, mais d'une façon évidemment un peu lointaine, mais tout le développement depuis le premier pamphlet de Sir William Temple, l'intervention de Swift, sur laquelle je vais revenir, parce que c'est vraiment une des grandes figures de la querelle des anciens et des modernes, puis l'intervention de Pope, etc. Tout cela est admirablement analysé sur des bases même archivistiques nouvelles. Mais à mon avis, le livre qui a vraiment marqué un renouveau d'une manière tout à fait éclatante de l'intérêt que présente pour l'historiographie, et je dirais même pour l'histoire des idées, de la querelle des anciens et des modernes, c'est le livre d'Alan Bloom, Giants and Dwarfs, c'est-à-dire les géants et les nains, qui est apparu en 1986. Alors, je voudrais insister un peu sur le sens de l'intervention d'Alan Bloom dans cette affaire où il paraît, au fond, un peu une sorte d'amateur, puisqu'il n'est pas un historien des idées, c'est plutôt un historien de la philosophie politique, et c'est un disciple de Léo Strauss. Comment se fait-il qu'il a quelque chose de si important à nous dire, au moins sur les principes, par rapport à la querelle des anciens et des modernes? Alors, je répète, cette querelle a perdu, en somme,
aux yeux des savants, aux yeux des historiens, aux yeux des historiens de la littérature, aux yeux des historiens de la philosophie, beaucoup de son intérêt au cours du début du XXe siècle, parce que, au fond, on a pensé qu'il s'agissait d'une querelle littéraire, d'une querelle purement littéraire, dont, en somme, qui serait un épisode d'une controverse qui reviendrait à peu près régulièrement dans l'histoire de la littérature occidentale, dont on trouverait peut-être la première passe d'armes, si j'ose dire, dans l'Antiquité même. Songez à Quintilien et à l'institution oratoire de Quintilien, où Quintilien mène tout un combat contre Sénèque, contre le sénéquisme, et réclame le retour à Cicéron et au modèle augustéen, destiné, en somme, à ramener le bon style dans l'éloquence latine. Alors, si la querelle des anciens et des modernes, c'est cela, c'est-à-dire, au fond, un nouvel épisode en France, peut-être un peu plus brillant, un peu plus théâtral, d'un vieux topos, en quelque sorte, de la littérature occidentale, alors à ce moment-là, il est évident que la querelle perd un peu de son intérêt. Gillot a dit tout ce qu'il faut savoir là-dessus, et c'est vrai que lorsqu'on ouvre un manuel de littérature française ou même européenne, on trouve toujours, au fond, les mêmes éléments répétés. Bon. Alors, cette version, en quelque sorte, de la querelle, comme querelle purement littéraire, eh bien, elle était déjà, au fond, arrêtée au XVIIIe siècle dans l'image qu'en a donnée l'abbé Hiraille dans un ouvrage qu'on ne lit plus, mais qui a eu énormément d'influence, et qui peut-être en a encore d'ailleurs, parce que ce livre s'appelait « Les querelles littéraires, mémoire pour servir à l'histoire des révolutions de la République des lettres ». Et dans cet ouvrage, qui est très intéressant parce qu'il prend au fond la notion de querelle comme une des catégories d'analyse de l'histoire littéraire, et il montre que l'histoire littéraire est faite d'une série de querelles dont certaines d'entre elles d'ailleurs se reproduisent sur des bases nouvelles avec des variations d'époque en époque. Il cite par exemple la querelle autour de Cicéron au début du XVIe siècle, la querelle entre Bembo et Érasme, etc. Et il range la querelle des anciens et des modernes, c'est-à-dire la querelle ouverte par Perrault en 1687, parmi ces querelles. Et à mon avis, c'est un peu cette thèse qui l'a emporté et à quoi Paul Hazard s'est rallié lorsqu'il a supprimé toute mention de la querelle dans la grande histoire des idées qu'il voulait proposer du passage, en somme, de l'époque humaniste à l'époque des Lumières, et il y a là, en somme, un point de vue qui ne peut pas ne pas être évoqué. Maintenant, on peut aussi se demander si, derrière cette querelle purement littéraire, si toutefois il peut y avoir des querelles purement littéraires, si les questions que pose la littérature ne sont pas indissolublement liées à des problèmes philosophiques, peut-être même à des problèmes politiques, et s'il est possible d'isoler en quelque sorte une querelle littéraire de l'ensemble du contexte à l'intérieur de laquelle elle prend son sens. En tout cas, je pourrais citer une phrase d'Auguste Comte qui semblerait, bien qu'il ne s'inscrive pas dans cette espèce de revue bibliographique, s'inscrire en faux
contre le choix de Paul Hazard. Auguste Comte a écrit en effet cette remarquable controverse a donné une véritable consistance philosophique aux idées de progrès nécessaires et continus en Europe. Donc vous voyez que pour Auguste Comte, la querelle n'est pas purement littéraire, elle a un contenu philosophique et elle a en quelque sorte introduit en Europe et imposé l'idée que l'histoire a un sens et que ce sens, c'est celui d'un progrès par accumulation qui, nécessairement et de façon continue, fait passer, en somme, de l'état d'ignorance ou l'état de relative superstition à un état plus rationnel et à la fois de la science et de la société. Alors il y a là un point de vue qui, au fond, est de nouveau celui d'Alan Bloom et, je dirais, des Straussiens américains, des disciples de Léo Strauss aux États-Unis, tel qu'il est exposé dans ce livre « Giants and Wolf ». Pour Bloom et pour l'école de Strauss, la querelle est le moment effectivement tout à fait décisif d'une rupture de l'Europe avec les autorités philosophiques classiques sur lesquelles tout son développement s'était, au fond, articulé depuis l'Antiquité et sans interruption, y compris pendant le Moyen-Âge, qui s'était réclamé successivement d'Aristote et de Platon, y compris pendant la Renaissance, où, au fond, on n'avait jamais quitté le fond philosophique hérité de la Grèce. Eh bien, il semble, si j'en crois Bloom, que ce qui se passe à la fin du XVIe siècle, c'est une véritable, à la fin du XVIIe plutôt, c'est une véritable renversement, en quelque sorte, de toutes les certitudes sur lesquelles l'Europe s'était construite, sur lesquelles elle s'était développée, et on assiste alors à une sorte de renversement que l'on a appelé de nos jours modernité, qu'on commençait à appeler modernité à la fin du XIXe siècle, et loin de considérer comme Comte que cette modernité, c'est-à-dire essentiellement l'idée d'un progrès nécessaire et continu, est un acquis définitif, une sorte de victoire à jamais acquise sur un monde ancien, dépassé et oublié, eh bien, pour Bloom et pour cette école, au contraire, la querelle, en somme, n'est pas terminée, et là, au sein même de la modernité, c'est-à-dire de notre propre époque, un recours, comme dirait Vico, est possible, et c'est au fond toute l'entreprise de cette école que de ramener l'attention sur un certain nombre de fondements platoniciens et aristotéliciens auxquels il faudrait revenir et dont le développement de la pensée, de la société et de la politique, de la pensée politique européenne depuis la fin du XVIIe siècle nous aurait en quelque sorte oublié, ou en tout cas nous aurait détourné. C'est cette dernière thèse qui, à mon avis, même si on ne l'adopte pas, a l'immense mérite de renouveler en quelque sorte, par provocation et de manière assez fondamentale, la problématique traditionnelle de la querelle. Elle oblige à relire des textes qu'on croyait au fond épuisés, qu'on voyait plus ou moins cités partout et complètement utilisés en quelque sorte. Elle oblige à réviser la perspective étroitement littéraire sous laquelle on a traditionnellement envisagé le conflit
entre Perrault, Boileau, Huet, et qui s'est élargi ensuite à l'Angleterre, puis à l'Italie, et dont Vico est évidemment un des grands témoins ici même, l'hypothèse straussienne, en quelque sorte, d'une bataille métaphysique de première grandeur, dont la querelle littéraire serait en quelque sorte simplement l'apparence, eh bien, me paraît avoir le mérite aussi de donner à un certain nombre de textes, comme par exemple ceux de Swift, que traditionnellement on considère plutôt comme des écrits, en somme, de grand talent, même d'un certain charme, mais auquel on n'accorde aucun statut proprement philosophique. Or, dans la perspective de la thèse de Bloom, il est évident que Swift apparaît tout à coup comme Vico d'ailleurs, et bien souvent avec des thèmes tout à fait analogues, comme une des figures de la grande résistance, en somme, au triomphe de la modernité, et comme une de ces figures qui prépare l'avènement d'une autre figure qui prend un sens tout à fait différent aussi dans cette perspective, qui est Rousseau. Parce qu'à partir du moment où on considère que la querelle des anciens et des modernes est véritablement un drame, une espèce de tragédie européenne, à ce moment-là, Rousseau apparaît comme un grand ancien au sein même de la tradition des Lumières, comme celui qui amorce en quelque sorte l'effort des romantiques pour remettre en question tout l'acquis de la modernité de la fin du XVIIe siècle. On a donc, à mon avis, une sorte de de suspens, si j'ose dire, philosophique, nouveau, qui vient exciter la pensée à reprendre des choses que l'on croyait, en somme, déjà enregistrées, acquises, définitivement rangées parmi les évidences tout à fait banales, et qui vous obligent, en quelque sorte, à revoir toute cette période sous un jour tout à fait nouveau. Alors, je me contenterai aujourd'hui de faire un rappel chronologique, en quelque sorte, pour vous remettre un peu dans l'esprit à la fois les textes et les épisodes essentiels de cette querelle. À mon avis, la date essentielle, si l'on veut bien, évidemment, écarter l'idée qu'il s'agit simplement d'un épisode, au fond, assez académique, de pure et simple répétition, en quelque sorte, de thèmes un peu usés. La date essentielle, c'est 1674. En 1674, en effet, paraissent à la fois deux livres qu'on n'a pas l'habitude de rapprocher, mais qui, dans la perspective que j'esquisse, peuvent être rapprochés avec beaucoup de fruits. C'est d'une part la publication par Boileau d'une traduction en français, la première traduction en langue vernaculaire du traité du Sublime de Longin, c'est-à-dire d'un des grands traités platoniciens de rhétorique. Et d'autre part, c'est l'année où Malebranche publie La recherche de la vérité. Or, dans La recherche de la vérité, nous avons un certain nombre de prises de position tout à fait saisissantes. Je cherche mes lunettes pour pouvoir vous lire quelques textes. Des positions tout à fait saisissantes et qui sont peut-être parmi les textes les plus déterminants, en quelque sorte, pour l'essentiel de la querelle et non pas simplement pour ce que l'on pourrait lui trouver de strictement littéraire. D'abord, dans La recherche de la vérité, nous trouvons une attaque extrêmement vive contre Montaigne, ce qui est évidemment pour
pour des Français extrêmement surprenant. Montaigne, c'était depuis le XVIe siècle le breviaire des honnêtes gens. C'était un des auteurs sur lesquels était construit littéralement la littérature française en train de se développer, et en particulier celle des moralistes. Or, Malebranche écrit, en parlant de Montaigne, « Un trait d'histoire ne prouve pas, un conte de vieille ne démontre pas, 2 vers d'Horace, un apophthegme de Cléomène ou de César ne doivent pas persuader des gens raisonnables. Cependant, les essais ne sont qu'un tissu de traits d'histoire, de contes de vieille, de bons mots, de distiques, d'apophthegmes. » C'est-à-dire toute l'érudition fondée sur l'Antiquité des essais est littéralement considérée par Malebranche comme une sorte de vieillerie complètement démodée et qui, en tout cas, du point de vue de la persuasion, n'a plus aucun poids. Alors, la modernité de Malebranche, c'est la modernité de Descartes, évidemment. Pour lui, seules les raisons persuadent, seule l'évidence établie méthodiquement fait foi. Et l'argument qui consiste à s'appuyer sur une jurisprudence que la littérature transporterait avec elle, avec la variété de ses témoignages, la variété de ses formes, la variété de ses auteurs, tout cela est considéré comme, au fond, tout à fait d'un autre monde. Et vous souvenez-vous que Montaigne lui-même écrivait, dans un sens évidemment qui est totalement opposé à celui de Malebranche, « Je suis dégoûté de la nouvelleté, quelque visage qu'elle prenne. » Eh bien, il y a là un parti pris, si vous voulez, de passer par l'expérience, passer par l'expérience que la littérature transporte, l'idée que l'humanité est avant tout le résultat d'une série d'épreuves qui ont été fixées dans des formes et qui ne peuvent pas être dépassées, eh bien tout cela, évidemment, est rejeté par Malebranche. Autre passage dans la recherche de la vérité qui est tout à fait étonnante, c'est que pour Malebranche, non seulement la littérature fondée sur l'expérience littéraire n'a plus aucun poids du point de vue du vrai, mais même l'érudition n'a plus aucun poids. Au chapitre 3, le chapitre s'intitule « Que les personnes d'étude sont les plus sujettes à l'erreur, raisons pour lesquelles on aime mieux suivre l'autorité que de faire usage de son esprit ». Et dans ce texte, il est évident que pour Malebranche, les personnes d'étude, ceux qui font le plus l'usage de leur mémoire et qui, au fond, sacrifient ce qu'il appelle l'esprit à la mémoire, eh bien, tout ceux-là sont exilés de la recherche de la vérité et ils ne correspondent plus, en quelque sorte, à l'exigence épistémologique nouvelle qui a été posée une fois pour toutes par la philosophie cartésienne et par la méthode qu'elle propose. Et souvenons-nous que dans la vie de Baillet, dans la vie de Descartes, par Adrien Baillet, celui-ci rapporte que Descartes se moquait de la reine Christine qui trouvait bon d'apprendre le grec et qui déclarait « Il n'y a pas lieu de payer grand tribut aux anciens à cause de leur antiquité, mais c'est nous qui devons être dits plus anciens qu'eux. Le monde est en effet plus vieux maintenant qu'alors, et nous avons une plus grande expérience des choses. » Et voilà l'interprétation cartésienne de la fameuse phrase que rapporte Jean de Salisbury
au XIIe siècle. Nous sommes des nains montés sur les épaules des géants, et vous allez voir que tout le roman qui, à mon avis, résume la querelle des anciens et des modernes de Swift, les voyages de Gulliver, sont fondés sur le contraste entre les nains et les géants. Eh bien, ici, les nains, ce sont les anciens, et les géants, ce sont les modernes, puisqu'ils voient plus loin que les anciens. Alors, on a là, en somme, un renversement qui, aux premières vues, peut paraître avoir été déjà dit, puisqu'on a déjà dit que les modernes sont des nains montés sur des géants, donc ce sont les vrais géants. Mais il y a quelque chose de nouveau, en ce sens que maintenant, ce sont les modernes qui sont en quelque sorte, parce que les derniers venus, les modèles. Ce sont eux qui proposent des modèles à la fois du savoir et de la conduite. Tout ce qui les a précédés, loin d'être exemplaires, loin d'être considérés comme une sorte de source d'autorité ou une source d'imitation, eh bien, tout cela est passé dans la catégorie du vieillissement ou même de la pauvreté dont on peut se passer. En 1683, donc avant même le début officiel de la querelle, qui ne va commencer qu'en 1687, Fontenelle, le jeune Fontenelle, lui aussi cartésien, publie, avec beaucoup de succès, les dialogues des morts. Et dans les dialogues des morts, il y a justement un dialogue extrêmement remarquable entre Socrate et Montaigne. Et ici, Fontenelle se fait le vulgarisateur de Malebranche. Montaigne a tort, puisque Montaigne, ce dialogue, est présenté comme celui qui est fidèle aux anciens, qui considère que les anciens sont détenteurs d'une sorte de sagesse et d'une sorte d'exemplarité que l'on ne peut que tâcher à retrouver. Pour Fontenelle, Socrate est celui qui dit le vrai. Or, pour Socrate, les lois de la nature ne changent pas. Aucune génération, aucun siècle n'est donc supérieur à un autre. Seule l'accumulation des connaissances fait la différence. Et puisque les modernes sont les héritiers d'une accumulation progressive, ce sont eux qui en savent plus que les anciens et qui donc peuvent se passer maintenant des anciens. Et alors on a là un modèle en quelque sorte de développement, si j'ose dire, qui est tout à fait en rapport avec la physique cartésienne, puisque la physique cartésienne annule la physique aristotélicienne, puisque du coup tout ce que Aristote a écrit sur la physique est rejeté dans, au fond, l'inutile et le vain. Eh bien, on étend ce modèle à l'ensemble du savoir et même à l'ensemble de l'expérience humaine. Tout ce qui nous a été transmis, eh bien, doit être maintenant, en somme, rejeté au profit de ce que nous savons et de ce que nous avons. En 1688, Fontenelle publie sa digression sur les anciens et les modernes, et là nous sommes déjà à l'intérieur même de la querelle, l'année qui suit le discours dont je vais vous parler, ou plutôt le poème dont je vais vous parler et qui a été prononcé devant l'Académie française. Et là, Fontenelle va à l'appui de Perrault, et dans ce discours, dans cette digression, Fontenelle précise la notion de progrès, et il l'étend non seulement aux sciences, mais aux arts. Et il en fait, en quelque sorte, le critère de l'absolue supériorité des modernes sur tous les autres siècles, puisque par nature, tous les siècles sont égaux,
et que seule, une fois de plus, l'accumulation du savoir peut déterminer en quelque sorte celui qui est le plus important, et c'est naturellement le dernier qui bénéficie de l'application de ce critère. La comparaison des hommes de tous les siècles à un seul homme peut s'étendre sur toute notre question des anciens et des modernes. Un bon esprit cultivé est pour ainsi dire composé de tous les esprits des siècles précédents. Ce n'est qu'un même esprit qui s'est cultivé pendant tout ce temps-là. Il est maintenant dans l'âge de la virilité où il résonne avec plus de force et plus de lumière que jamais. Et c'est peut-être la première fois dans ce texte, que le mot lumière prend le sens qu'il va recevoir en quelque sorte beaucoup plus tard, lorsque rétrospectivement on voudra qualifier le XVIIIe siècle de siècle des Lumières, c'est-à-dire d'un siècle qui, bénéficiant d'une énorme quantité d'accumulation, une énorme accumulation de savoir, est arrivé en somme au sommet de ce que l'humanité peut espérer d'elle-même et peut regarder tout ce qui a précédé comme une sorte d'enfance ou en tout cas comme une sorte d'état tout à fait dépassé et de la pensée et des mœurs et des arts et des sciences. Alors, ce qui est vrai pour le temps actuel l'est aussi pour l'avenir, évidemment. C'est un rapport au temps, et nous allons revenir sur cette question qui est essentielle, tout à fait renversé, alors que dans la tradition, en quelque sorte, et une tradition dont nous allons voir à quel point elle est platonicienne, le passé n'est pas célébré en tant que passé, mais il est dépositaire d'un certain nombre de modèles transcendants auquel le présent a tout intérêt à se référer pour s'arracher, en quelque sorte, à sa propre actualité. Alors que, ici, désormais, c'est l'avenir qui devient, en quelque sorte, une projection exaltante, optimiste, croissante, en quelque sorte, du présent, qui lui-même est le fruit de toute une accumulation antérieure. Cet homme-là, écrit Fontenelle dans la digression des anciens et des modernes, c'est-à-dire cet homme qui n'a fait que croître au cours des siècles, n'aura point de vieillesse, il sera toujours également capable des choses auxquelles sa jeunesse était propre, et il le sera toujours de plus en plus de celles qui conviennent à l'âge de la virilité. Les vues saines de tous les bons esprits qui se succéderont s'ajouteront toujours les uns et aux autres. Et vous voyez, de plus en plus, toujours, il y a dans cette espèce de marseillaise, en quelque sorte, de la modernité, une sorte d'appel à une ouverture toujours plus vaste, toujours plus grande de la connaissance devant tout. Alors, ce thème que je développerai d'ailleurs davantage la fois suivante, prend une saveur beaucoup plus dramatique du fait qu'il a été illustré dans une séance particulièrement solennelle, devant une institution particulièrement prestigieuse, dans une cour qui est la plus grande d'Europe, c'est-à-dire l'Académie française auprès de la cour de France. En 1687, Charles Perrault, et je vais revenir sur lui parce qu'il a été un très haut fonctionnaire de l'État français, il a été le collaborateur le plus étroit de Colbert pendant de grandes années, et il a été en quelque sorte un des grands commis de la politique des arts, des lettres de Louis XIV. C'est pas n'importe qui, c'est pas un petit écrivain, ceci ou cela, c'est véritablement un grand fonctionnaire de l'État français. Or, Perrault, qui à ce moment-là est un tout petit peu retiré, qui n'est plus directement dans les affaires, mais qui, malgré tout, reste ce qu'il a été, c'est-à-dire un grand serviteur de la couronne, prononce devant l'Académie française un poème qui s'appelle « Le siècle de Louis le Grand ». Et alors là, nous voyons s'entrecroiser
deux thèmes qu'il est très difficile de relier, mais qu'il faut absolument relier, c'est-à-dire d'un côté un événement qui relève de l'histoire des idées, en quelque sorte, ce grand retournement en faveur des modernes contre les anciens, et puis un phénomène de caractère historique et politique, en quelque sorte, le fait qu'un État ait organisé autour de lui un ensemble d'académies qui rattachent de façon très étroite l'exercice du pouvoir politique au développement de la pensée, au développement des idées, au développement même des formes. Il est certain que le système d'académie construit par Colbert et qui, en somme, fait une sorte de couronne d'intelligence et de talent autour de la cour, l'Académie française d'abord qui réunit les principaux écrivains français, puis l'Académie de peinture et de sculpture qui réunit tout ce qui compte en France, de peintres, de sculpteurs, l'Académie d'architecture, la même chose pour les architectes, l'Académie des sciences qui réunit ce qu'il y a de plus grands esprits dans le domaine de la physique, dans le domaine des mathématiques, et dont Fontenelle d'ailleurs va devenir un des secrétaires généraux. Donc encore ici, vous voyez, une sorte de coïncidence entre l'évolution de l'histoire des idées et puis un grand fait d'ordre politique. Eh bien, cette construction, en somme, qui rattache de façon tellement intime le fonctionnement d'un grand État au développement de la République des lettres, pour revenir à mon thème de tout à l'heure, eh bien, il trouve, en somme, son couronnement dans ce poème qui a fait scandale, mais qui est à l'origine de toute la querelle. Et dans ce poème, c'est un poème assez médiocre, il ne s'agit pas d'en faire un des chefs-d'œuvre de la littérature française, mais il est important simplement par l'endroit où il a été prononcé. À partir du moment où il était prononcé devant l'Académie française, c'est-à-dire devant une académie qui est protégée par le roi de France, il était littéralement prononcé devant l'Europe. Le gouvernement royal avait créé un véritable théâtre qui, éclairé en quelque sorte de tous côtés, était vu de toutes les parties de l'Europe. Et immédiatement, ce discours a été entendu aussi bien à Naples qu'à Londres, qu'à Madrid, qu'à Berlin, que dans toute l'Europe. Et c'est devenu un événement tout à fait majeur, bien que, en lui-même, il relève plutôt de la littérature administrative, si j'ose dire. Les deux premiers vers étaient destinés, justement, à faire scandale. La belle Antiquité fut toujours vénérable, mais je ne crus jamais qu'elle fût adorable. Je vois les anciens s'employer les genoux, ils sont grands, il est vrai, mais hommes comme nous. Alors vous voyez comment Perrault met en vers, en somme, la pensée de Malebranche et celle de Fontenelle, et l'on peut comparer sans crainte d'être injuste le siècle de Louis au beau siècle d'Auguste. Alors là viennent coïncider, en somme, ce que j'annonçais dans le titre de cette petite leçon, à la fois un grand événement philosophique et puis un des thèmes les plus anciens de la monarchie: comment doit-on louer le roi? Dans quels termes faut-il louer le roi de France? Eh bien ici, Perrault, en somme, invente une nouvelle manière de célébrer le roi. Le roi, eh bien, c'est le plus grand roi du monde. Il efface, du moment qu'il est le dernier, tous les grands rois qui l'ont précédé. Il y a eu le siècle d'Alexandre, il y a eu le siècle d'Auguste, il y a eu le siècle de Léon X. Eh bien, c'était des siècles qui, par accumulation successive, ont amené, en quelque sorte, un progrès. Maintenant, le dernier venu, c'est Louis XIV, donc il résume tout ce qui a précédé et, en même temps, il leur donne un sens
tout à fait nouveau et éclatant. Et voilà, toute la laudatio regis, en quelque sorte, arrivé à un degré d'hyperbole que aucun roi de France, auparavant, n'avait jamais mérité, puisque quand on célébrait Henri IV ou quand on célébrait Louis XIII, on osait à peine dire « il est comme Auguste » ou « il est comme Alexandre », mais on ne disait pas « il est le plus grand de tous, il dépasse Alexandre, il dépasse Auguste ». Vous me direz, c'est une figure de rhétorique, mais cette figure, elle est très importante parce qu'elle englobe à l'intérieur d'un texte littéraire, mais d'un texte littéraire qui a une grande portée politique, elle englobe un thème philosophique dont l'importance, aux yeux d'un certain nombre de philosophes eux-mêmes, fait basculer littéralement tout l'équilibre de la tradition européenne, puisque ses fondements mêmes sont renversés et qu'ils sont remplacés par une conception tout à fait nouvelle de l'histoire et du développement de la pensée. Alors, dans le poème de Perrault, successivement, on trouve l'éloge des vertus guerrières, naturellement, du roi, qui dépasse tous les autres, mais on en vient très vite, évidemment, à ce qui intéresse beaucoup Perrault, puisqu'il a été, avec Colbert, l'architecte de ce que nous appellerions aujourd'hui la politique culturelle de Louis XIV. Il en vient aux arts, aux lettres et aux sciences du temps du roi. Et anticipant, en somme, sur le siècle de Louis XIV de Voltaire, qui est entièrement construit sur les principes de ce poème, eh bien, il compare les anciens aux Français du siècle de Louis XIV. On économise naturellement entre en route et les Italiens et les Espagnols, mais on compare directement Martial, Ménandre, Ennius avec Régnier, Ménard, Godot, Racan, Molière, Rotrou, Tristan. De même, on compare la peinture antique, dont on ne sait pas grand-chose, avec la peinture moderne. On fait tout de même allusion à Raphaël, mais on passe très vite, naturellement, à Lebrun. C'est par là que Lebrun, toujours inimitable, donne à tout ce qu'il fait un air si véritable, absolu, de tout ce qui est apparu dans l'ordre des arts, des sciences et des lettres au temps du roi, et qui ne supporte plus la comparaison avec les anciens, considérés exactement comme on considère aujourd'hui que, je ne sais pas, la physique de Newton est démodée par rapport à la physique d'Einstein. Eh bien, il y a là une sorte de vieillerie, en quelque sorte, frappant toute l'Antiquité et même la Renaissance, dans la mesure où c'est ce qui est le plus contemporain autour du roi, qui est le dernier des grands rois, donc le plus grand, et qui s'impose à l'esprit. Alors on a là, en quelque sorte, deux phénomènes qui ont joué ensemble et qui ont, en quelque sorte, se sont étayés mutuellement. D'une part, une thèse qui aurait pu, en quelque sorte, être relativement longue à s'imposer, et d'autre part, une ambition nationale qui trouve dans cette thèse la capacité, en quelque sorte, de se donner une image extraordinairement éclatante et extraordinairement privée d'antécédents. Alors, il y a là, je crois, une rencontre qu'on n'a peut-être pas assez suffisamment soulignée. C'est seulement parce que le roi de France avait à sa disposition cet ensemble d'institutions prestigieuses et d'ailleurs remarquables que la thèse des modernes a pu être en quelque sorte défendue avec cette
force, cette autorité et cette immédiateté. Alors vous me direz, mais comment se fait-il qu'une idée aussi profonde, en quelque sorte, difficile, ait pu être enveloppée à l'intérieur d'une sorte de publicité en faveur du roi? Eh bien, c'est que depuis très longtemps, et là, c'est une vieille tradition qui remonte au cœur même du Moyen-Âge et à l'histoire même de la monarchie, il y a dans la monarchie française une véritable revendication d'hériter du studium. Dans l'histoire européenne, en effet, il y a une grande querelle, en quelque sorte, pour savoir ce qu'est devenu l'Empire après la fin de l'Empire romain. Et là, c'est toute l'histoire de l'Empire romain germanique et des différents royaumes qui ont prétendu en recueillir aussi un fragment. Mais il y a l'autre aspect de l'Antiquité et de la chute de l'Empire romain, qui est devenu le studium, qui est devenu, en quelque sorte, la culture. Eh bien, l'Italie a toujours réclamé la tradition de la culture, puisqu'elle était, en quelque sorte, le siège de Rome, et qu'elle détenait dans ses lieux mêmes, sur sa terre même, la tradition de la Grèce et de l'Empire romain. Mais la France a toujours réclamé l'idée que le studium voyage, en quelque sorte. Il a commencé en Orient, il a voyagé vers la Grèce, il s'est arrêté à Rome, et maintenant il va un peu plus à l'Est. Je ne peux pas ici citer les textes, mais par exemple, si vous lisez Jean le Maire des Belges au début du XVIe siècle, les antiquités de Gaulle et de Troie, eh bien vous verrez qu'il revendique pour la France le destin d'hériter de la tradition du studium et naturellement d'en hériter d'une façon telle qu'elle le renouvelle totalement. Et il y a là toute une espérance presque eschatologique en quelque sorte qui trouve, en somme, dans ce moment philosophique, sa réalisation et qui donne en quelque sorte à la nouveauté une saveur de triomphe national. Alors, je voudrais revenir sur ce point et insister là-dessus. Il y a là, je crois, un des croisements les plus significatifs qui donne tout son poids à cette affirmation que ce sont les derniers qui sont les premiers, ce sont les plus récents qui sont les plus savants. C'est qu'elle vient coïncider avec l'ambition de la monarchie et avec l'espèce de gloire, de sentiment de gloire qui s'accompagne, dont elle s'accompagne au début du règne de Louis XIV. Alors, un des points sur lesquels, évidemment, ceci joue, c'est sur la nature de la langue à l'intérieur de laquelle cette révélation est faite. Eh bien, aucun texte en latin n'a formulé cette idée d'une façon aussi éclatante que la recherche de la vérité, qui est écrite en français, que le siècle de Louis XIV, qui est proclamé en français, et que les dialogues ou la digression de Fontenelle, qui eux aussi sont écrits en français. Il y a donc le sentiment que le moment où le français devient une langue nationale, une langue nationale
dominante, hégémonique même, eh bien, elle est appelée en quelque sorte à manifester aussi cette espèce de grand retournement de la pensée européenne qui cesse d'être dépendante d'un modèle antique chargé non seulement de sacré, mais de prestige, et elle devient en quelque sorte fondatrice d'un nouveau calendrier, si j'ose dire, ou en tout cas d'un nouveau programme qui est appelé à se développer au cours des siècles à venir. Or, la question de la langue, au moins autant que celle du studium, est une de celles qui ont le plus préoccupé les Français au XVIIe siècle. Alors, je crois qu'il faut rappeler ici qu'avant le déclenchement de la querelle des anciens et des modernes par Perrault en 1687, lorsqu'il a scandalisé un certain nombre même de ses confrères en déclarant d'emblée que seuls les contemporains de Louis XIV avaient détenu en quelque sorte le dernier état de la beauté, de la science et de la vérité, eh bien, il y a eu une série de querelles qui se sont emboîtées, si j'ose dire, depuis le début du règne de Louis XIV et qui laissaient présager ce grand éclat de 1687. Cette série de querelles en cascade prouve d'ailleurs à quel point le théâtre construit par Louis XIV et par Colbert était efficace. Parce que grâce à ce théâtre, un certain nombre de controverses reçoivent immédiatement une sorte de publicité, d'éclat et de résonance qui prennent immédiatement une dimension, une signification européenne, chose qui n'existait pas auparavant ou dont il n'y avait eu de précédent que dans la Rome du XVIe siècle. Au fond, Paris, là, essaye, et d'ailleurs réussit, à se substituer à la Rome pontificale et à remplacer l'autorité quasiment sacrale dont bénéficiait la cour pontificale, le décor dont elle était enveloppée, l'espèce de prestige millénaire dont elle était parée et où l'Europe avait les yeux fixés, puisque c'était le centre de la diplomatie et le centre d'une autorité à la fois théologique, politique et morale, eh bien, Paris a réussi en quelque sorte, avec quel sacrifice, c'est une autre affaire, et c'est aussi une des questions que posent au fond les Straussiens lorsqu'ils parlent de la querelle dans des termes relativement nouveaux. Paris s'impose comme la Rome d'une Europe moderne qui n'a plus à Rome son centre et son principe de signification. Alors, dès le début du règne de Louis XIV, une première querelle s'était déclenchée autour de la langue dans laquelle on devait élever le dauphin, le premier fils, le fils aîné de Louis XIV. Et il y avait eu un poème plus ou moins public qui avait invité le petit prince à consacrer ses premières années aux muses latines, et immédiatement un juriste, un homme du Parlement, Louis le Laboureur, avait publié un discours sur les avantages de la langue française où il défendait l'idée que le petit prince ne devait pas, au fond, corrompre son esprit en étudiant dans une langue morte, dans une langue qui ne le mettrait en rapport qu'avec le passé, mais qu'il devait être entièrement formé dans la langue du royaume. Et ici, nous avons un nouveau thème, si vous voulez, qui est très intéressant et qu'il faudrait développer pour marquer à quel point cette querelle, elle est au cœur de tous les fils qui se tendent au XVIIe siècle, c'est le thème de la réforme catholique. En effet,
Louis le Laboureur est très dévot. Il est au moins aussi dévot que l'était Bérulle lorsqu'il approuvait Descartes de vouloir, en quelque sorte, donner au christianisme une base philosophique qui lui soit propre, sans qu'il emprunte ses bases à Aristote et aux anciens païens. Eh bien, chez le Laboureur, qui n'est pas naturellement Bérulle, il y a l'idée que le français étant une langue moderne, n'ayant, au fond, ayant l'avenir pour elle, est une langue dans laquelle la foi chrétienne, purifiée de toute contamination païenne, doit pouvoir être formulée. Le jeune roi, le futur roi, le fils de Louis XIV, sera le roi très chrétien. Il doit être donc élevé dans une langue purement chrétienne et qui ne comporte pas, en quelque sorte, de traces de l'impureté païenne. Et dans cette idée de modernité, si vous voulez, chose curieuse, à l'origine, il y a l'idée d'une sorte de purification de la religion, de la vraie religion, par rapport à tout ce qu'elle a transporté jusqu'ici avec elle du paganisme antique, y compris ses philosophies, l'aristotélisme, peut-être même le platonisme. Alors, la querelle autour de la langue dans laquelle le jeune dauphin doit être élevé s'est donc greffée, grâce au texte de Laboureur, sur une autre querelle qu'on a un peu oubliée, mais qui est très intéressante aussi, qui est la querelle du merveilleux chrétien. Quelques années plus tôt, on s'était demandé si on avait le droit, dans une pièce moderne, de faire intervenir des divinités païennes. Eh bien, ici encore, il y a l'idée d'une sorte de purification par rapport à un poids du passé qui, là, est envisagé sous l'angle, en quelque sorte, théologique, sous l'angle d'une sorte de pureté chrétienne par rapport à une impureté païenne. Eh bien, la querelle du merveilleux chrétien est un des composantes, en quelque sorte, qui ont préparé le terrain à l'idée d'une modernité qui se libérerait de ce qui est l'héritage du paganisme, y compris son héritage mythologique et philosophique. Alors là, la querelle autour du dauphin rebondit dès les années 1670 avec une querelle des inscriptions. Le roi fait construire, après une grande victoire en 1669, une de ces innombrables victoires d'un roi tout à fait guerrier, comme vous le savez, il fait construire un amphithéâtre, ou plutôt un arc de triomphe, porte Saint-Antoine. Il existe encore, vous pouvez encore le voir, au bout de la rue Saint-Antoine, au croisement de ce qui est maintenant les grands boulevards, et qui remplace ce qui alors était la protection, les grandes murailles qui protégeaient Paris. Eh bien, la question, c'est de savoir quelles vont être les inscriptions que l'on va poser sur cet arc de triomphe. Ce seront des inscriptions en latin ou ce sont des inscriptions en français? Et alors, on propose à la petite académie, c'est-à-dire à la commission dégagée de l'Académie française pour tout ce qui est inscription royale, de rédiger en latin ces inscriptions, mais on demande en même temps à l'Université de Paris d'en rédiger des inscriptions en français. Et alors, toute une littérature commence à apparaître en faveur ou contre les inscriptions en latin ou en français. Vous me direz, mais c'est une question tout à fait secondaire. Mais il n'empêche que pendant presque 15 ans, une bataille extraordinaire a fait rage à Paris, et c'est la première fois que dans une ville d'Europe, quelle qu'elle soit, a lieu une bataille de ce genre, où l'on se demande si il faut se débarrasser du latin ou non.
en réalité, dans les arguments qui sont évoqués, par exemple, par le secrétaire perpétuel de l'Académie française, François Charpentier, dans un texte publié à l'occasion de cette querelle, de l'excellence de la langue française, il va jusqu'à dire « le latin maintenant est inutile. Nous pouvons nous passer du latin. Il n'a plus le sens qu'on lui a donné. Le français suffit. C'est la langue moderne. C'est la langue du roi. C'est la langue, en somme, de la science et c'est la langue de l'avenir. » Alors évidemment, il y a une résistance. Et comme aujourd'hui, c'est très amusant parce que je fais partie d'une association destinée à prolonger l'enseignement du latin dans l'enseignement secondaire français, eh bien, il y a eu, à ce moment-là, exactement les mêmes événements, puisque au collège de Clermont, les jésuites ont organisé des conférences où on a appelé toutes les personnalités possibles, où en latin, le jésuite Lucas, Jean Lucas, qui est un professeur de rhétorique, a plaidé la cause du latin devant des parlementaires, devant des grands seigneurs, et l'Académie française a été obligée de faire une séance spéciale en présence de Colbert pour contrecarrer la propagande que faisaient les jésuites en faveur du latin. Alors vous voyez qu'il y a à Paris, à la faveur de cette espèce d'identification de l'autorité royale à la langue nationale et au fond au dernier état de la science et des lettres et des arts, il y a un terrain extrêmement favorable pour la thèse des modernes qui est peu à peu établie. Et je résume par exemple les thèses de François Charpentier dans cet extraordinaire traité qu'il publie en 1683, mais dont il a déjà développé les thèses, soit devant l'Académie, soit dans des brochures, de l'excellence de la langue française. Eh bien, la première idée, en quelque sorte, c'est que chaque époque de la civilisation a eu sa langue. Eh bien, nous sommes maintenant dans une époque qui résume, assume, subsume toutes les autres, qui est donc la plus grande, la meilleure, celle à laquelle nous devons nous attacher. Or, cette époque, elle a une langue, c'est la langue française, et c'est dans celle-ci que le roi doit être célébré, parce que si on veut donner un avenir au roi, il faut que le faire célébrer dans la langue de l'avenir. Vous voyez la thèse extrêmement audacieuse et qui, en quelque sorte, consacre le triomphe d'une sorte de tournoi des nations qui avait commencé, au fond, dès le XIVe siècle, avec la fameuse lettre de Pétrarque au roi Urbain V, lui disant « On ne parle nulle part le latin correctement en Europe. Il n'y a pas d'orateur, il n'y a pas de poète ailleurs qu'en Italie, parce que c'est là que la tradition du latin se perpétue et c'est là qu'on apprend dès l'enfance à parler correctement latin. » Eh bien, dans ce tournoi des nations, maintenant, la France, au fond, reprend le dessus, mais elle reprend le dessus en affirmant que tout ce qui est héritage antique est dépassé. Alors, dans ce tournoi des nations, je vous le signale, dans un des textes les plus intéressants de la querelle, enfin, les plus intéressants, en tout cas les plus curieux, un texte de François de Caillères, l'histoire de la querelle des anciens et des modernes, qui est publié dès 1692, donc très vite après le discours de Perrault. Il parle des 3 nations polies en Europe. C'est très curieux cette formule. Et manifestement, c'est une notion qui est très familière à l'époque. Il y a 3 nations polies en Europe. Et toutes les autres, qu'il cite d'ailleurs ensuite, sont des nations encore barbares. Alors les 3 nations polies, c'est la France, c'est l'Italie et c'est l'Espagne. Et les autres, c'est l'Angleterre, c'est l'Allemagne, c'est la Hollande, bref, c'est tout le reste de l'Europe. Eh bien, entre ces 3 nations polies, il y a eu manifestement, depuis le XIVe siècle, une véritable tournoi. Ce tournoi, l'Italie l'a gagné
pendant la Renaissance. L'Espagne a failli le gagner au début du XVIIe siècle. Et bien maintenant, c'est le tour de la France. Et alors ça, c'est un point de vue qui est très important et sur lequel on n'insiste pas assez. Alors quel est le fond de ce tournoi? Eh bien, c'est l'idée de la translatio studii et imperii ad Francos. L'idée que les Français, les héritiers de Francus ou les héritiers des Francs, sont destinés à hériter du studium comme ils sont destinés à hériter de l'imperio. Et je vous renvoie au beau livre de Colette Beaune, Naissance de la nation France, Gallimard 1985, dans la bibliothèque des histoires, et vous verrez que là, nous avons une suite de textes tout à fait impressionnants qui marquent cette ambition tout à fait ancienne de l'idéologie monarchique française à revendiquer pour la France, et naturellement, elle est d'abord affirmée, cette revendication, par l'existence de l'Université de Paris, de la faculté de théologie de Paris, de l'autorité théologique que représentait la faculté de théologie de Paris face à Rome en particulier, parce que toute la tradition parisienne, jusqu'à la Renaissance, était que l'autorité des théologiens parisiens est plus grande que celle du pape, puisque le pape, lui, a une autorité de type juridique, alors que les théologiens parisiens ont une autorité de type dogmatique. Et il y a là, évidemment, une tradition extraordinairement importante qui fait comprendre comment, au XVIIe siècle, on peut, et même en dehors de l'université, sous l'égide de la cour, mais c'est un nouveau studium qu'a créé Colbert autour de la cour, et un studium dont le modèle est romain, parce que n'oublions pas que à Rome il y a toujours eu, en dehors d'une université un peu squelettique, la Sapienza, le studium urbis, il y a eu le studium palatii, l'université du palais, l'université curiale elle-même. Et c'est à l'intérieur de cette université, qui est la véritable université romaine, que se sont formés les grands juristes, que se sont formés les grands théologiens des différents ordres, parce que là se trouvaient les différentes écoles des grands ordres européens. Eh bien, à Paris, la royauté reconstitue, en somme, cette espèce d'université à l'intérieur de la cour, une espèce de studium palatii, qu'est l'ensemble des académies. Et il est bien normal qu'à un certain moment, il faille affirmer la différence, je dirais même radicale, de ce nouveau studium par rapport à tous ceux qui l'avaient précédé, et en particulier par rapport au studium marqué par la Renaissance italienne. Alors, je voudrais simplement suggérer que on a là non seulement un épisode de l'histoire des idées européennes que l'on peut étudier en philosophe et en marquant en quelque sorte les différents moments qui ont fait passer, par exemple, je ne sais pas moi, de Jean Bodin à Francis Bacon, de Francis Bacon à Descartes, de Descartes à Hobbes, de Hobbes à Locke. Là, il y a effectivement un fil qu'il est très nécessaire de suivre, mais il y a aussi un fil, si j'ose dire, beaucoup moins lié à l'histoire des idées proprement dite, mais qui interfère avec elle et qui est, je dirais, la tradition idéologique de chaque grand centre de la civilisation européenne. Et ici, ce tournoi des nations, si vous voulez, et l'importance que la monarchie française pouvait lui accorder, il est tout à fait capital de le souligner. Je prendrai une simple référence. En 1586, un professeur d'éloquence latine
à l'Université de Paris, Théodore Marsil, prononce une série de leçons inaugurales. Tout à fait la formule que nous connaissons, et qui est celle de tous les professeurs de l'Ancien Régime, et dans laquelle Vico s'est illustré. Vous savez, les fameuses leçons inaugurales de Vico. Eh bien là, on a toute une série de leçons inaugurales prononcées au début d'un cours d'année par un professeur d'éloquence latine. Or, ces discours inauguraux portent sur la louange de l'université, la louange de la langue latine et la louange de Paris. Eh bien, dans ces cinq discours, l'idée de Renaissance est absolument absente. L'idée qu'il ait pu y avoir une Renaissance n'affleure pas ce professeur de l'Université de Paris. Pour lui, quand François Ier a fondé le Collège Royal en 1530, il continue Charlemagne, qui avait fondé l'école du Palais et qui avait donc donné, mythiquement d'ailleurs, naissance à l'Université de Paris. Il y a donc une continuité ininterrompue du studium à Paris, et l'Italie n'a, dans cette histoire, qu'un rôle tout à fait secondaire, de détour, en quelque sorte. Théodore Marsil n'y fait même pas allusion. Il dit simplement que les Italiens nous ont appris que les verbas sont aussi importants. Mais comme nous avions les res depuis toujours, nous autres Français, nous autres intellectuels de l'Université de Paris, eh bien, nous avons maintenant les res et les verbas. Nous avons donc l'ensemble du savoir et nous n'avons plus besoin de l'Italie. Et c'est ceci dès 1580. Et les études de Franco Simone sur la Renaissance que vous connaissez mettent très bien en évidence à quel point des gens comme Guillaume Budet et toute la tradition de l'humanisme proprement français ont toujours cherché à rattacher le développement des études savantes en France à une tradition autochtone, continue, et qui marque en quelque sorte une véritable rupture par rapport à la tradition continue que les Italiens veulent affirmer sur le territoire qui est celui de Rome. Du moment même qu'ils affirment une continuité sur le territoire qui est celui de Rome, ils avouent qu'ils ne sont qu'une antiquité tardive, alors que les Français sont à l'origine d'une modernité. Vous voyez ? Alors il y a là un phénomène qui mérite, je crois, d'être souligné et qui n'ôte rien, naturellement, à la dimension philosophique tout à fait autonome du fond de la querelle, mais sur lequel je tenais à insister au moins pour cette première leçon. Et je continuerai demain en essayant d'approfondir justement, ou plutôt en montrant comment la querelle elle-même contient les éléments de son propre approfondissement dans une pensée du temps qui est tout à fait nouvelle par rapport à celle que léguait la tradition philosophique.